Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Vous allez découvrir une génération d'artistes décomplexés. Ils sont cinéastes, écrivains, photographes. Ils viennent de Gaza, du Maroc, mais aussi, et pour la première fois dans MOE, du Guatemala. Leur point commun, un art qui n'a pas de frontières. Avec nous dans MOE, Leïla Alaoui, bienvenue à vous, vous êtes photographe. Votre série Les Marocains est présentée jusqu'au 15 juin au festival Photomed à Sanary-sur-Mer, c'est dans le sud de la France. On peut aussi voir vos travaux en ce moment dans plusieurs gares françaises, Paris, Gare de Lyon, mais aussi Marseille et Toulon. Marion Slitine, bienvenue à vous également. Vous êtes doctorante en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes actuellement basée à Ramallah, en Cisjordanie, à l'Institut français du Proche-Orient. Vos recherches concernent les arts visuels contemporains palestiniens. Eduardo Alphon du Guatemala, c'est bien vous, vous êtes romancier. Après Saturne et la Pirouette, vous publiez Monastère, c'est aux éditions de la Table Ronde, collection Quai Voltaire. Arab Nasser, merci d'être avec nous, vous êtes réalisateur et vous êtes le co-auteur avec votre frère jumeau Tarzan Nasser du court-métrage Condom Lead, un film qui a été présenté notamment l'année dernière au Festival de Cannes, c'était dans la sélection officielle. Alors, en temps de guerre, Arab Nasser, sous les bombes, l'être humain cherche d'abord à se nourrir, à se chauffer, à s'éclairer. Vous, dans Condom Lead, vous avez choisi de parler de la tendresse. Comment faire l'amour en temps de guerre sous les bombes? C'est cette question que vous portez à l'écran. On regarde sans plus attendre un extrait. Condom Lead d'Arab Nasser et Tarzan Nasser, qu'est-ce qui vous a amené à explorer ce sujet? Tout d'abord, au début, Condom Lead, c'est le nom que nous a inspiré l'opération israélienne Plomb durci en 2009. Et nous avons vécu cette opération, comme ça a été le cas pour tout le peuple gazaoui, avec toute l'horreur que cela a déclenché. L'expérience de la guerre, d'une façon générale, peut se traduire dans une expérience particulière. Mais ce n'est pas propre à Gaza, c'est universel. Et nous avons essayé de traiter cette expérience de la guerre à travers l'être humain. Comment beaucoup de gens vivent ces circonstances, comment ils cherchent l'amour, comment se rattachent-ils aux personnes les plus proches, comment préservent-ils leur existence. Et donc, nous avons voulu traiter cette nécessité de se rapprocher de l'être cher, quelles que soient les circonstances, des circonstances de destruction et de guerre. Un film, c'est un film de 15 minutes qui a été tourné avec des moyens modestes, qui a été tourné en une seule journée. Et notre récompense est que ce film a été présenté à Cannes et qu'il a été dans la compétition officielle pour la Palme d'Or. Et à travers cette expérience, nous avons voulu insister sur l'expérience humaine, une expérience universelle. C'est-à-dire que lorsque ces personnes sont privées de ces choses très intimes, eh bien, ils sont privés de leurs droits les plus fondamentaux. C'est un homme avec sa femme qui ne peuvent pas faire l'amour, qui ne peuvent pas vivre l'intimité. Et donc, si ces droits ne sont pas respectés, qu'en est-il des droits les plus essentiels? C'est la question que l'on se pose.
Marion Slitine, vous connaissez très bien Arab Nasser et son frère, et vous connaissez ce documentaire. En quoi, selon vous, ils sont emblématiques, ou en tout cas représentatifs d'une nouvelle génération palestinienne plutôt décomplexée? Alors, le travail d'Arab et Tarzan est à la fois très original quand même, parce que, donc, mais en même temps, il représente vraiment une nouvelle tendance, je dirais, de l'art contemporain palestinien, à savoir, bon, déjà, c'est un film de jeunes artistes des territoires palestiniens occupés qui a réussi à aller à Cannes. Donc ça illustre vraiment l'internationalisation depuis quelques années et la croissance de visibilité finalement que les jeunes artistes palestiniens ont sur la scène internationale. Mais également au niveau de leur vocabulaire artistique. C'est un changement de registre en fait. On parle toujours, l'art et le politique sont toujours très intriqués dans l'histoire de l'art palestinien. Mais aujourd'hui, on se rend compte, et chez beaucoup d'artistes, qu'ils soient des territoires ou de la diaspora, qu'il y a un détournement en fait et un nouveau rapport en fait aux politiques qui est plus individuel, plus intime, comme Arab l'a rappelé. Pour mieux parler des problématiques du conflit, vous avez notamment travaillé sur une question précise, à savoir, bien entendu, le lien entre art et politique dans cette région du monde, mais aussi les points communs et les différences entre les artistes palestiniens en exil et les artistes palestiniens qui vivent l'occupation au quotidien. Qu'en ressort-il, Marion Slitine? Alors évidemment, c'est des contextes très différents, du coup, qui ont des répercussions sur les vocabulaires artistiques. Mais ce qui est, je pense, le plus intéressant, en fait, c'est de voir que les artistes en diaspora vont finalement majoritairement avoir ressource faire appel à la Palestine comme ressource symbolique, mais d'une manière beaucoup plus implicite et indirecte. Voilà, l'exil, c'est un des thèmes que les Palestiniens en exil traitent beaucoup. C'est aussi celui que vous avez choisi d'aborder, notamment à travers les questions d'identité, les questions aussi donc d'exil. On va d'abord regarder, si vous le voulez bien, non pas vos travaux photos, les Marocains, la série Les Marocains, mais d'abord Crossings, traversée au pluriel, on pourrait dire en français. Vous êtes intéressé au sort des migrants subsahariens qui tentent de rejoindre l'Europe au péril de leur vie, et on en parle juste après. I feel like going back, but where will I go to if I go back? I feel like staying here, but where will I stay if I stay? I feel like dying. Voilà, pas de frontières, la photo, on l'a vu, plusieurs fenêtres aussi vidéo avec cette mer. Est-ce que votre but, c'était de redonner une voix, un visage à ces migrants qui souffrent durant ces traversées interminables? Oui, alors en fait, ce projet est né après de longs mois de travail, de recherche, d'interviews que j'ai fait avec toute une communauté de migrants au Maroc. Et en fait, après m'être investie humainement et avoir aussi milité sur le sujet, je me suis dit comment est-ce que je peux parler de ce sujet pour leur rendre hommage sans encore faire quelque chose ou sans faire de misérabilisme encore une fois. Et donc j'ai décidé de faire une installation vidéo qui en fait retracerait tout le parcours qu'ils ont fait à partir de leur pays jusque là où ils sont aujourd'hui. Par la mer d'ailleurs, mais il y a aussi le train, il y a aussi le désert voilà, dans votre travail. Donc la plupart de ces personnes viennent d'Afrique de l'Ouest. Ils ont traversé d'abord, déjà ils ont quitté des conditions assez difficiles, souvent ils sont dans des pays en guerre ou quelquefois c'est juste tout simplement la pauvreté. Et à partir du moment où ils décident de partir clandestinement, j'aime pas vraiment employer ce mot, mais ils se retrouvent finalement dans des situations où ils sont entre les mains de passeurs, où du coup leurs droits ne sont pas respectés. Et bon, c'est vrai qu'en arrivant au Maroc, beaucoup essaient encore de partir en Europe, mais ils vivent aussi une situation aussi très difficile là-bas. Donc l'installation était en fait, j'ai d'abord fait des heures d'interview où j'ai enregistré donc leurs histoires. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient tous un peu le même parcours. Donc cette vidéo, en fait, elle retrace tout le chemin et de manière immersive. C'est-à-dire que je voulais que l'audience rentre dans une pièce et que pendant quelques secondes, on ressente un peu ce voyage. Donc d'ailleurs, les images qui sont des images de fiction, qui sont reconstruites, en fait,
elles sont un peu filmées du point de vue imaginaire de migrants qui traversent. Donc l'idée, c'était vraiment de reproduire un peu le trajet, de se mettre à la place de ces personnes. C'est un sujet sensible. Comment est-il accueilli? On sait par exemple, vous parliez du Maroc, il y a aussi l'Algérie. De plus en plus de migrants depuis la guerre en Libye restent au Maroc, restent en Algérie pour travailler. Ils sont parfois victimes de racisme. C'est un sujet sensible. Alors c'est vrai que le Maroc, pendant longtemps, a été un pays de transit, donc pour les migrants qui essaient de traverser l'Europe. Aujourd'hui, je pense que le Maroc est surtout devenu un pays d'accueil. Beaucoup de migrants même migrent dans l'espoir d'arriver au Maroc et de vivre au Maroc parce qu'ils s'imaginent que la situation est mieux là-bas. C'est vrai qu'on a une image du Maroc à l'extérieur où on pense que c'est aussi une terre promise du point de vue des pays subsahariens. Alors le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de migrants donc vivent dans des quartiers qui sont bien sûr très défavorisés déjà à la base, donc ils sont malheureusement victimes d'un racisme qui est lié à une peur de l'autre, à un manque d'éducation des communautés avec qui ils vivent. Et c'est vrai qu'ils vivent des situations assez graves, quoi. Après, il y a eu pas mal je pense que depuis un an, il y a une vraie prise de conscience que les migrants souffrent énormément, parce que le problème, c'est que au Maroc, les journalistes ne sont pas... Ils ont toujours un peu peur de parler de ce qui se passe. Donc c'est vrai que pas beaucoup de gens aussi sont allés écouter ces personnes. Et c'est du coup là, depuis... certains journalistes le font au Maroc, voilà, certains médias commencent à le faire. Depuis un an, il y a eu une vraie prise de conscience et des journalistes et de beaucoup d'autres personnes au Maroc qui justement font en sorte que ça change. Mais c'est vrai que bon, c'est difficile de changer les mentalités de beaucoup de gens. Eduardo Halfon, donc l'identité, l'émigration, l'exil, c'est aussi ce qui vous taraude maintenant à travers vos romans depuis plusieurs années. Alors dans Monastère, il est beaucoup question donc d'identité. Le narrateur se rend en fait en Israël pour le mariage de sa sœur qui épouse un juif venu de Brooklyn dans un quartier ultra-orthodoxe qui n'est pas vraiment, si on peut dire, votre tasse de thé. Comment vit-il cette histoire? Comment est-ce que le narrateur vit ces choses-là, son retour? Bien. Je m'excuse d'abord pour mon français si mauvais. Non, il est parfait pour l'instant, Eduardo. Oui. Et comme vous a dit Mohamed, le narrateur, c'est plus ou moins moi. Non, nous ressemble beaucoup. Et il s'appelle Eduardo aussi. Et il voyage à Israël. Il a des grands-parents arabes, comme moi. Il est né à Guatemala, comme moi. Et le prétexte, oui, de le roman, de l'histoire, ouais. le point de départ, c'est le mariage. Oui, c'est le voyage à Israël pour quelque chose que je ne veux, que je n'aime pas, je ne connais pas. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé là, dans ce quartier ultra-orthodoxe? Une sensation d'étranger. C'est pas mienne, c'est mon tasse de thé, vous avez dit. Oui. Et c'est ça. Et c'est un autre monde, non? Et le roman, je crois, parle d'autre chose. C'est comme ça dans la littérature, non? C'est un prétexte pour parler d'autre chose. De quoi alors? De beaucoup de choses. L'intolérance, et de moi-même, non? De ma famille, de ma racine, et de l'identité, je crois. Alors vous parliez d'intolérance, il y a cette scène qui est assez étonnante, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas la région. Vous êtes dans un taxi, enfin vous, en tout cas le narrateur, et vous dites qu'il y a quand même une partie de votre histoire, vous l'avez vécu. Il vous dit « You Arab », vous, arabe en anglais, m'a-t-il demandé, je lui ai dit non. Méchant les Arabes, a-t-il décrété dans son anglais rudimentaire en couvrant les vociférations de la radio et le bruit du vent qui entrait par la fenêtre. J'ai remarqué sa nuque rougeâtre, luisante de sueur, empourpré, j'allais lui dire que mon grand-père avait été un arabe juif de Beyrouth, ma grand-mère une arabe juive d'Alexandrie, mon autre grand-mère, une arabe juive d'Alep, et que de tout cela me rendait aussi un peu arabe, 3/4 arabe, en fait, 1/4 polonais, mais je me suis contenté de regarder sa nuque comme chauffée par le soleil et de jouer avec ma dernière cigarette sans l'allumer. Méchant les Arabes, a-t-il dit, très méchant, il faut les tuer, a-t-il dit en me regardant dans son rétroviseur. À ce moment-là, que faites-vous? Que fait le narrateur? Je me choquais, non? Je me sens arrêté, violenté par la situation. Parce que je suis là qu'il déteste. Non? Je suis arabe, je suis juif. Et je suis les deux. Et lui, il ne comprend pas. Non, c'est une sensation plus grande que moi. Il faut écrire, non?
il faut l'écrire pour la scie. Ouais. Alors vous parliez de vos identités, donc lorsque vous avez 5 ans, votre grand-père qui a été déporté à Auschwitz vous raconte que les numéros qu'il a gravés sur son poignet sont en fait un numéro de téléphone qu'il a noté là pour ne pas l'oublier. Ça, encore une fois, on est dans la fiction, dans le réel, ça c'est ce que vous avez vécu. Oui. C'est la vérité. Et mon grand-père est arrivé à Guatemala après la guerre, après Auschwitz. Et il a silencé. Il ne parlait rien de l'expérience. Non. Il nous a dit, quand nous enfants, c'est mon numéro de téléphone, je ne veux parler. Et depuis 60 ans, il m'a raconté l'histoire de la guerre. Mais plus après, non? Et jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est vrai ça, c'est vrai, c'est une histoire. Arab Nasser, dans Condom Lead, on l'a dit, hein, vous explorez un sujet qui est rarement exprimé dans quelques zones de conflit que ce soit. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est universel. On aurait très bien pu parler de ce thème en Syrie aujourd'hui, voire dans d'autres pays en guerre en Afrique, comme en Centrafrique. Pour revenir à cette nouvelle génération d'artistes palestiniens, est-ce que vous sentez qu'il y a l'émergence de nouveaux artistes qui parlent de ce conflit de manière différente ? Tout d'abord, على صعيد الفكرة كوندوم ليد كفيلم بيتحدث عن حرب ما بيتحدث تحديدا عن منطقة فلسطين. Condom Lead ne parle pas de l'expérience palestinienne en soi, elle parle de la guerre, de l'expérience universelle, dans toute son horreur. Et d'un autre côté, Tarzan et moi-même, nous avons essayé de changer cette image de la souffrance, d'en faire une idée. Nous souffrons en tant que Palestiniens d'une question très grave. Mais nous voulons faire savoir au monde que les Palestiniens ont une expérience intime, ont des expériences universelles. Parce que, pardon de vous couper, Arab Nasser, aussi, dans les médias, ce que l'on voyait, ce sont les bombes, les destructions, mais qu'il n'y avait plus de visage, de la même manière que Leïla Alaoui a voulu en redonner aux migrants. Vous, quelque part, vous humanisez une population qui finalement a été déshumanisée et qu'on ne voit qu'à travers des bombardements et des tirs de roquettes. Oui, tout à fait. C'est le sujet de l'artiste. L'artiste souhaite porter ce poids sur ses épaules et se débarrasser des clichés qui ne sont pas satisfaisants, qui ne reflètent pas sa réalité. L'artiste, en tant qu'artiste, souhaite changer ce message. Et il y a une génération de Palestiniens qui veulent porter un nouveau regard sur ce conflit israélo-palestinien. Et je ne veux pas complètement faire abstraction de la politique, mais simplement traiter cette question d'une façon plus personnelle, de parler de nos expériences vécues. Et donc, la personne la plus proche de ces expériences, ce sont les personnes qui les vivent au quotidien. Et donc, lorsque l'on parle d'amour, on parle de cette chose vécue. On nous traite souvent en tant que Palestiniens dans un contexte d'occupation et de blocus. Et c'est difficile de prendre cette identité sous cet angle-là. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'identité palestinienne va bien au-delà. C'est une expérience quotidienne. Et j'ai voulu que mon art traite de cette expérience. Et j'ai voulu que le visage de l'expérience palestinienne ait beaucoup plus d'aspects. Il est difficile aujourd'hui de parler d'autre chose que de la politique. Mais ce que j'ai voulu, c'est changer cette image, changer ces clichés de la souffrance palestinienne. Juste en quelques mots, l'accueil, quel est-il? Est-ce que justement certains vous ont dit, tu parles d'un sujet sincèrement qui est indécent, alors que les gens ont plus de maison, alors qu'on n'a plus à manger, plus à boire, alors qu'on est sous blocus depuis des années? Vous avez eu des réactions plutôt positives ou négatives?
اوكي هلا كل فيلم فيه له المعجبين له اللي حيحبوه في ناس pour tout film il y a un public qui accepte ce film et un public un peu plus critique. Mais dans notre cas il y a des gens qui ont beaucoup aimé ce film et il y a des gens qui se sont étonnés que nous ayons traité ce sujet de l'amour dans la bande de Gaza, notamment dans les circonstances que nous vivons. En temps de guerre. Marion Slitine, deux artistes que vous suivez particulièrement également, il s'agit de Larissa Sansour et là aussi on va voir que notamment avec Majd Abdulhamid, les deux artistes dont vous parlez, il y a aussi une autre différence, c'est qu'habituellement les artistes palestiniens parlaient du conflit essentiellement. Cette fois, l'artiste que je cite, Majd Abdulhamid, s'est intéressé à Mohamed Bouazizi qui s'est immolé par le feu en Tunisie, ce qui avait déclenché d'ailleurs l'un des éléments déclencheurs de la révolte en Tunisie. Ça c'est un autre fait notable? Oui, tout à fait. Donc, cette œuvre a été, c'est un des premiers en fait à avoir travaillé sur les révolutions arabes et du coup, on change d'échelle. On n'est plus dans l'échelle locale. On parle plus uniquement du conflit israélo-palestinien de manière directe, mais on s'intéresse également à l'actualité en Méditerranée. Et concernant Larissa Sansour, pour le coup, elle revient vraiment sur un travail beaucoup plus palestinien. Hein. Oui, mais alors d'une manière très humoristique, très minimaliste, décalée. Et dans son dernier film qu'on voit là, Nation Estate, c'est finalement une manière de dire que l'État palestinien qu'elle imagine dans un gratte-ciel entouré d'une clôture, finalement le rêve d'un État palestinien se finit en science-fiction, parce que c'est un film complètement... avec un univers médical, aseptisé, etc. Pour mieux critiquer la situation politique. Pour mieux critiquer, et finalement, c'est un message beaucoup plus efficace aux yeux du monde. Juste, Eduardo, avant que la question ne m'absente, en Amérique latine, notamment en Amérique centrale, au Guatemala, est-ce que c'est un conflit dont on parle, le conflit israélo-palestinien, ou pas forcément? Non, pas forcément. Plus aux États-Unis où vous vivez également, oui. Au Guatemala, moins. Non, Guatemala a beaucoup de problèmes propres, non? Notamment en ce moment avec les paysans sans terre. Oui, c'est très dangereux, très violent. Les politiques sont très corruptés. Mais il y a beaucoup de peur dans le journaliste pour parler de quelque chose. C'est un sujet sensible. Oui. Pour revenir à tous les sujets sont tous les sensibles. sujets. Oui. Pour en revenir à vous personnellement, identité, comment vous vivez ça aujourd'hui, cette identité à la fois arabe, à la fois juive, à la fois latino-américaine, parce que vous êtes né au Guatemala? Oui, je suis un mélange, non, des identités. Et j'ai deux langues. Je parle anglais. Anglais, c'est plus fort que l'espagnol, mais j'ai seulement écrit en espagnol. Je crois que pour moi, la littérature, l'écriture, c'est une façon pour ma rapproche, fait des rapprochements à la question de l'identité. Mais est-ce que c'est aussi un appel à la tolérance? Parce que vous le savez, aujourd'hui, par exemple, on vote en Europe, dans plusieurs pays. On n'a pas encore les résultats, mais beaucoup annoncent une percée de ce qu'on appelle le populisme, l'extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous lancez aussi un message universel? Oui, je crois que oui. Aux États-Unis aussi, la migration aux États-Unis, il y a aussi le même problème. L'extrême droite américaine, c'est plus et plus forte. C'est différent, mais c'est... Elle existe. Oui. Leïla Alaoui, on va prendre un peu la direction de la Méditerranée, puisque vous y étiez hier à Sanary-sur-Mer, dans le sud de la France. Vous avez montré vos photos. Les Marocains, c'est une série qui vous a amené à parcourir le Maroc. Là encore, pourquoi est-ce que vous avez cette obsession, justement, de vouloir nous livrer ces sourires, ces gestes? On va voir quelques-unes de vos photos de votre propre pays. Mais déjà, en parlant d'identité, je suis très contente de participer à ce festival. C'est le festival Photomède. Donc, je me sens très méditerranéenne. Et alors, c'est une série que j'ai commencée il y a à peu près 3 ans. C'est un travail que je fais sur justement la diversité ethnique et culturelle du Maroc et que j'ai choisi de faire à travers des portraits en studio. Donc, ce sont des très grands portraits qui font 1,50 m sur 1 mètre. Mais bon, c'est surtout pour moi un travail d'archive, en fait, sur toutes les traditions un peu qui sont en train de se perdre. Je vous donne un exemple, un exemple pour illustrer
cette tradition qui disparaît. C'est beaucoup de femmes que j'ai photographiées aujourd'hui dans des villages berbères ont des tatouages sur le visage et qui sont des tatouages qu'on a marqués dès la naissance pour savoir à quelle tribu ces femmes appartenaient. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans un village reculé ou dans les campagnes marocaines, en Algérie ou dans les régions berbères au Maroc, on ne voit plus de jeunes femmes avec ces tatouages. Seulement les femmes les plus âgées les ont, mais c'est des femmes. Et rapidement, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même et sur votre pays? Mais écoutez, j'ai fait d'abord ce travail parce que j'ai toujours beaucoup voyagé dans mon pays et j'étais toujours fascinée de voir que d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, je découvrais des traditions, des cultures qui m'étaient complètement étrangères, même en tant que Marocaine. Déjà, les langues étaient différentes. Je ne parle pas le berbère, donc c'était aussi quelque part peut-être Je vous donnerai quelques cours en berbère. Une quête identitaire aussi. Leïla Laoui, Eduardo Alphon, Arab Nasser, Marion Slitine, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à Maghreb Orient Express. C'était un plaisir. Merci à vous d'être fidèles à MOE chaque dimanche, désormais depuis bientôt 4 ans. Ce soir, n'oubliez pas, à Paris, pour cause d'élections européennes, il n'y aura pas de diffusion de MOE, mais dès ces prochaines heures, les meilleurs moments, les temps forts et les coulisses de Maghreb Orient Express, c'est sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur Twitter @TV5 Monde MOE. À très vite sur TV5 Monde.